La déclaration iranienne ne relève plus de la rhétorique symbolique. En affirmant pouvoir couler le porte-avions américain USS Abraham Lincoln en quelques minutes, l'Iran inscrit le rapport de force dans une logique de dissuasion frontale, assumée et décomplexée. L'Iran ne raisonne pas en termes d'affrontement symétrique entre flottes. Il envisage une attaque multidimensionnelle, simultanée et coordonnée, visant à submerger les systèmes de défense américains. Missiles hypersoniques, missiles antinavires, drones d'attaque, brouillage électronique, actions sous-marines et vedettes rapides constitueraient un essaim conçu pour dépasser les capacités de réaction, même d'un groupe aéronaval parmi les plus sophistiqués au monde. C'est dans ce cadre que l'Iran met en avant ses missiles hypersoniques, notamment le Fatah 1, présenté comme capable d'atteindre des vitesses très élevées et de manœuvrer en phase terminale. Ce type d'arme remet en question les délais de réaction des systèmes de défense. L'objectif n'est pas nécessairement de couler physiquement le navire en deux, mais de provoquer des dégâts critiques, incendies majeurs, destruction du pont d'envol, neutralisation des capacités aériennes embarquées. Un porte-avions incapable de lancer ou de récupérer ses avions est, de facto, neutralisé. Sur le plan politique, les conséquences seraient colossales. La perte ou l'endommagement grave d'un porte-avions américain constituerait un choc comparable, dans l'imaginaire stratégique américain, à des événements traumatiques majeurs du passé. L'impact médiatique, psychologique et symbolique dépasserait largement le cadre militaire. Il remettrait en cause l'idée même d'invulnérabilité de la puissance américaine et fragiliserait la crédibilité de Washington auprès de ses alliés. C'est précisément sur ce terrain que l'Iran joue. La stratégie iranienne ne repose pas sur la certitude absolue de la victoire militaire, mais sur la création d'un risque inacceptable. Même une probabilité limitée de perte majeure suffit à peser lourdement dans les calculs américains. La dissuasion iranienne est donc fondamentalement une dissuasion par le doute. Elle vise à introduire une incertitude stratégique là où les États-Unis ont historiquement fondé leur action sur la certitude de leur supériorité. À ce stade, aucune attaque n'a eu lieu. Le groupe aéronaval américain n'a pas officiellement franchi de ligne rouge et l'Iran maintient sa posture d'alerte maximale sans passer à l'acte. Cette retenue apparente ne traduit pas un apaisement, mais un équilibre extrêmement fragile. Chacun teste la détermination de l'autre, conscient que la moindre erreur de calcul pourrait déclencher une spirale incontrôlable. En définitive, cette séquence illustre une transformation profonde de la dissuasion au Moyen-Orient. Nous ne sommes plus dans une logique de démonstration de force unilatérale, mais dans un affrontement psychologique et stratégique, où la perception du risque devient centrale. L'Iran ne cherche pas à dominer les mers, il cherche à rendre leur utilisation par l'adversaire politiquement et stratégiquement trop coûteuse. Tant que cette équation restera valide, le porte-avions américain restera en mouvement, mais sous la menace permanente de devenir le symbole d'un basculement historique. Cette dynamique de dissuasion par l'incertitude s'inscrit également dans une transformation plus large de la conflictualité navale contemporaine. Les grandes marines occidentales ont longtemps structuré leur pensée stratégique autour de la maîtrise des espaces ouverts, de la supériorité technologique et de la capacité à projeter la force loin de leurs côtes. Or, les espaces confinés comme le golfe Persique renversent partiellement cette logique. Ils réduisent la profondeur stratégique, compressent les temps de réaction et augmentent mécaniquement la valeur des moyens discrets et difficilement détectables. Dans ce type d'environnement, la domination ne se mesure plus uniquement en nombre de plateformes ou en sophistication des capteurs, mais en capacité à rendre l'environnement imprévisible pour l'adversaire. L'Iran, en investissant ce registre, s'inscrit pleinement dans cette évolution doctrinale. Il faut également considérer l'impact de cette posture sur les acteurs tiers, souvent absents des analyses strictement militaires. Les compagnies maritimes, les grands négociants en énergie, les États importateurs et même les institutions financières internationales sont indirectement pris dans cette équation stratégique. La simple possibilité d'une perturbation durable à Hormuz oblige ces acteurs à intégrer un risque géopolitique accru dans leurs décisions. En mettant en avant sa capacité à défier indirectement une superpuissance militaire, le pouvoir iranien renforce sa légitimité auprès de sa population et de ses élites. Le discours de la résistance, de l'autonomie stratégique et de la maîtrise de son destin national trouve dans ce type de déploiement un support concret. Il permet de justifier des efforts militaires, des sacrifices économiques et une posture de vigilance permanente, présentée comme nécessaire face à une menace extérieure persistante. La dissuasion joue ainsi un rôle à la fois externe et interne, consolidant le récit d'un État encerclé mais capable de tenir tête. Dans ce contexte, la marge de manœuvre américaine se révèle paradoxalement plus étroite qu'il n'y paraît. Toute tentative de neutralisation préventive des capacités sous-marines iraniennes comporterait un risque élevé d'escalade, tant sur le plan militaire que politique. Une action trop visible pourrait être interprétée comme une agression directe,
légitimant une riposte iranienne et déclenchant précisément la spirale que la dissuasion cherchait à éviter. A l'inverse, l'inaction totale pourrait être perçue comme un aveu de contrainte, renforçant la crédibilité de la posture iranienne. Cette tension illustre la complexité du moment stratégique actuel, où chaque option comporte des coûts significatifs. Enfin, cette séquence rappelle une réalité fondamentale des relations internationales contemporaines. La puissance ne se résume plus à la capacité de frapper, mais à la capacité de contraindre sans frapper.